intellectuelle du Canada. Si vous avez manqué quelques-unes, elles sont postées à notre site web www.weoc.ca. Aussi, la session d'aujourd'hui y sera postée plus tard cette semaine. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Catherine Vardy de l'Office de la propriété intellectuelle. Merci et bonne saison des fêtes. Merci beaucoup, Chantal, pour l'introduction et ça me fait plaisir d'avoir eu l'invitation de participer avec vous pour offrir une série de séances au sujet de la propriété intellectuelle. Comme ça a été mentionné, moi, je m'appelle Catherine Vardy. Je suis l'agente de propriété intellectuelle pour la région de l'Atlantique. Donc, je suis située en région. En ce moment, je suis à Dartmouth où on vit notre première tempête de neige de la saison. Et j'espère que où vous êtes en ce moment, vous êtes bien au chaud. Il fait beau, c'est quand même l'hiver dans la majorité du pays. Mais merci d'être avec nous. On a un très petit groupe aujourd'hui, donc au fur et à mesure que je présente, soyons interactifs. Personne n'aime être passivement assise des heures de temps sur Zoom ces temps-ci. Donc, si jamais il y a des questions ou vous voulez qu'on aille un peu plus de discussion, je crois qu'on a la latitude de le faire cette fois-ci. Je vais demander à Lindsay si elle est en mesure de partager son écran pour les diapositives qui vont également être disponibles. Merci, Lindsay. Et par la suite, la version PDF de les diapositives de ma présentation aujourd'hui seront disponibles au besoin. Donc, comme j'ai mentionné, on a été très chanceuse d'avoir une belle collaboration depuis plusieurs mois et d'offrir multiples sessions. Aujourd'hui, on va parler un peu plus avec une emphase sur le savoir traditionnel et l'intersection du savoir intellectuel, du savoir traditionnel avec la propriété intellectuelle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'ordre des sujets dont je vais parler aujourd'hui, je vais donner une brève introduction à l'OPIC, qui nous sommes, on fait quoi, et des fois j'aime dire on mange quoi pour déjeuner, mais je n'ai pas besoin de vous donner en autant de détails. Et on va aussi parler c'est quoi le savoir traditionnel et les expressions culturelles, la propriété intellectuelle comme telle, quels sont nos outils, ça marche comment, et qu'est-ce qu'on peut faire avec la propriété intellectuelle pour la commercialiser et quelles sont les ressources disponibles à travers de l'OPIC et peut-être même un peu plus large s'il y a des questions plus détaillées ou il y a peut-être d'autres sources également disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, qui sommes-nous? À l'OPIC, nous sommes le bureau pour le Canada qui s'occupe de la propriété intellectuelle pour tout le pays. Chaque pays a un bureau équivalent. Aux États-Unis, il y a peut-être certains parmi vous qui ont entendu parler du US Patent and Trademark Office ou en Chine, ils ont un bureau équivalent. Au Royaume-Uni, dans tous les pays au monde, pas mal, ils ont l'équivalent, qui nous aide à gérer un système. Chaque pays a des variantes un peu. On n'est pas tout à fait standardisé à l'échelle globale encore. Ça serait bien et ça serait beaucoup plus pratique si on l'était. Et petit à petit, on s'avance vers ça. Mais l'OPIC, pour le moment, et ceux qui s'occupent pour le Canada. Et c'est nous qui accordons les droits de propriété intellectuelle pour le Canada, que ce soit pour les Canadiens et Canadiennes ou les gens de d'autres pays, mais qui veulent protéger leur forme de propriété intellectuelle au Canada. Et un des grands rôles, et
pourquoi moi je travaille pour l'OPIC. Ce n'est pas moi qui va évaluer les demandes pour les droits de propriété intellectuelle. Moi, je fais, qu'est-ce que j'aime dire, du rayonnement ou de l'éducation et de la sensibilisation à la propriété intellectuelle. C'est quoi les outils dans notre coffre à outils? Ça marche comment? Et je travaille beaucoup avec les entrepreneurs et les gens qui ont des choses qu'ils aimeraient protéger pour avancer souvent une petite entreprise. Et ça va main en la main avec la promotion de l'innovation, parce que souvent on veut protéger des produits ou des services innovateurs. Et donc, toute l'équipe, on a des rôles différents. Et c'est un rôle presque quasi judiciel, parce que c'est des droits. Et s'il y a des gens qui ne s'entendent pas au sujet de la propriété intellectuelle, c'est souvent réglé par les avocats et ça va aller en cours. Donc, il y a des actes de Parlement qui nous guident de qu'est-ce qu'on a le droit de faire et comment, et les avocats aident à interpréter les juges avec le système judiciaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas vraiment une définition universellement acceptée de quel est exactement le savoir et les expressions culturelles autochtones, mais les termes généralement utilisés dans les discussions internationales sont que le savoir traditionnel et les expressions culturelles traditionnelles. C'est les mots qu'on utilise pour décrire. Le savoir traditionnel décrit généralement un savoir-faire aux compétences, aux innovations et aux pratiques des peuples autochtones. Et en matière de biodiversité, des fois l'agriculture, la santé et l'artisanat jouent un grand rôle pour cette définition-là. Les expressions culturelles traditionnelles désignent généralement plus des formes matérielles ou immatérielles dans lesquelles on utilise le savoir traditionnel en tant que la culture. Ça peut être des récits oraux, ça peut être des œuvres d'art, de l'artisanat, des danses, des tissus ou des textiles, des chants, des cérémonies, de la chorégraphie et des choses de ce genre. Je dirais, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, comment est-ce qu'on peut tirer profit ou protéger ou contrôler un peu qui a le droit d'utiliser ces formes de propriété intellectuelle? Donc, le fait de posséder à la fois les connaissances au sujet du savoir traditionnel et comment le régime de la propriété intellectuelle fonctionne, ça peut permettre aux entrepreneurs autochtones de disposer de plus d'options pour promouvoir ce qu'ils ou elles font, mais en même temps protéger leur création. Si je crée des vêtements avec des symboles autochtones, est-ce que c'est approprié que n'importe qui pourrait copier ou pas, ou est-ce qu'il y a une certaine structure pour ça? C'est important de le savoir. Donc, bien que les lois sur l'API ne soient pas toujours optimales pour protéger ces connaissances ou ces expressions culturelles, elles peuvent quand même être utiles dans certains cas et nous avons des exemples où les gens ont été capables de mieux contrôler qui avait le droit d'utiliser certaines choses. Et cerner les possibilités de commercialisation par la voie d'octroi de licences de propriété intellectuelle ou d'entente contractuelle peut encore aider à contrôler avec les outils de la propriété intellectuelle qui sont disponibles, qui peut faire quoi. Donc, des fois,
il y a des stratégies différentes, dépendamment de quelle forme de propriété intellectuelle on parle. Et dans quelques diapos, je vais parler un peu plus quels sont nos outils spécifiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, étant donné que le savoir traditionnel peut prêter un large éventail d'utilisation commerciale et scientifique et qu'il devient donc de plus en plus utile pour les personnes et les entités non autochtones, il y a deux objectifs ou stratégies qui peuvent être adoptées pour obtenir la protection de la propriété intellectuelle. Des fois, les gens préfèrent prendre une approche défensive et des fois, les gens préfèrent prendre une approche offensive. Donc, est-ce qu'on veut empêcher des personnes qui ne font pas partie d'une communauté d'acquérir les droits ou est-ce qu'on veut obtenir les droits et on veut promouvoir et contrôler l'exploitation et de tirer profit de cette valeur commerciale? Prochaine diapo. Auparavant, quand on parlait d'usines ou d'entreprises ou de propriété intellectuelle, les entreprises avaient plus des biens tangibles. Et maintenant, la transition à l'échelle mondiale, dépendamment dans quel secteur on est, il y a une évolution vers qu'est-ce qu'on appelle des droits de propriété intellectuelle, mais pour des choses intangibles ou immatérielles. Et on voit ça vraiment dans tous les domaines parce que de plus en plus, toute entreprise a un grand volet de informatique ou les outils qu'on utilise de tous les jours. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je peux tenir dans ma main et montrer ou que j'achète dans une boîte ou un paquet. C'est sur l'Internet, c'est l'informatique, c'est les logiciels, mais ça a quand même une valeur et on veut utiliser les outils pour protéger, gérer, évaluer et développer la valeur associée avec ça. Et en tant que telle, une idée n'a que de la valeur si on en fait un objet ou un service tangible et que son utilité est prouvée de telle sorte que les autres paieraient, idéalement, pour utiliser, voir, lire, reconnaître ou écouter le produit ou le service en question. Donc, les gens, des fois, viennent me consulter ou je reçois un coup de fil et les gens disent « Ah, ben j'ai une idée, est-ce que je peux protéger? » Mais si c'est vraiment seulement une idée, on ne peut pas protéger juste une idée. On doit concrétiser sous une forme quelconque. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, moi, j'aime décrire la propriété intellectuelle comme un coffre à outils. Si je voulais bâtir une maison, j'utiliserais des outils différents et même que j'aurais des spécialistes comme en électricité, en chauffage, en climatisation, en plomberie. Bien sûr, j'aimerais de l'eau courante dans ma maison. Et donc, il y a des spécialités différentes et des outils différents qui peuvent être utilisés pour bâtir quelque chose. Quand on bâtit une petite entreprise ou une nouvelle entreprise, ou des fois, on approfondit une idée ou un service, on peut utiliser des outils différents pour protéger des aspects différents de ce qu'on a inventé ou créé. Donc, moi, j'aime décrire, en général, la majorité des gens, si on exclut la protection des obtentions végétales, on a 5 outils, mais avec les obtentions végétales, on en a 6 dans notre coffre à outils. Et je vais passer un par un à travers les outils en question et quand on peut utiliser les outils différents
et qu'est-ce qu'il ou elle, ces outils-là protègent et aident à empêcher que quelqu'un nous copie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les marques de commerce, c'est un des outils, je dirais, les plus communs pour la majorité des entreprises avec qui je fais des consultations ou avec qui j'interagis. Pensez dans votre tête que c'est un signe qui pointe vers une source du produit ou d'un service. Donc, si je dis Zoom, Zoom, la majorité des gens vont savoir ou avoir une idée dans leur tête de quelle compagnie je parle. Ou si je fais pour un slogan ou de la musique associée avec une certaine marque, sans même voir le logo ou le nom de McDonald's, vous avez sans doute reconnu ou associé cette marque de commerce qui est enregistrée avec cette compagnie-là. De la même façon que la compagnie Manitoba Mucklucks a enregistré et protégé leur nom et leur logo pour garder l'association de eux comme source d'un produit de qualité de ces bottes d'hiver-là en particulier. Il y a deux formes de marques de commerce. Il y a des droits communs et il y a une version enregistrée. Donc, quand on met MC, c'est avant d'avoir une marque de commerce enregistrée. On a, j'espère, peut-être, l'intention d'enregistrer, mais aussitôt que vous lancez un produit, vous pouvez mettre le MC, que vous avez fait la demande avec l'OPIC ou non, pour indiquer que vous êtes au moins au courant que vous avez une marque de commerce. Une fois enregistré, là, vous avez le droit de mettre le MD en français et en anglais, c'est le R dans un cercle. Et en anglais, la version de droit commun, c'est TM pour trademark, mais avant d'être enregistré. Et si votre demande est acceptée, il n'y a aucun empêchement pour enregistrer votre marque de commerce, votre protection va durer pendant 10 ans à l'échelle du Canada, qui est quand même assez important. Et c'est une des seules formes de propriété intellectuelle qu'on peut renouveler de façon indéfinie. Donc, à tous les 10 ans, vous avez le droit de renouveler votre protection. Donc, si vous pensez à des marques de commerce dans les aliments ou les produits qu'on utilise de tous les jours dans nos maisons, il y en a beaucoup parmi celles-là qui sont enregistrées depuis 20, 30, 40 ans ou plus et qui sont renouvelées de façon continue pour protéger la marque de façon continuelle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a également des marques de certification qui est utilisée pour un certain nombre de produits qui indiquent la nature ou la qualité du produit. Donc, des fois, ça peut aussi indiquer les conditions de travail sous lesquelles les produits ont été faits, ou ça peut être une catégorie de personnes qui produisent ou exécutent ce genre de choses qu'on peut acheter dans un magasin ou par un site web. Une marque de certification ne peut être enregistrée que par une personne ou une entité qui ne se livre pas à la fabrication, la vente ou à la location à bail ou au louage de produits, ni à l'exécution des services tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée. Donc, c'est une façon de contrôler et gérer qui peut utiliser cette marque. Donc, quand on regarde la marque dans l'exemple ici,
pour l'art inuit, c'est très spécifique de qui peut utiliser ou inclure cette marque-là sur leurs produits qui sont vendus et c'est très géré et contrôlé. Donc, ça peut être aussi, par contre, utilisé avec un contrôle d'octroi de licence, mais il faut avoir la permission de le groupe ou l'organisation qui a le pouvoir de désigner qui peut utiliser la marque de certification. Donc, ça représente un certain contrôle de qualité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons aussi des indications géographiques. Souvent, on pense à ça en association avec les vins, un alcool ou de la nourriture. Donc, que ça soit au Canada ou en France, vous êtes sans doute au courant que du champagne, ça doit venir d'une certaine région. Notre équivalent au Canada, peut-être pas c'est de l'alcool, mais l'exemple qu'on a ici, c'est pour une variété de blé d'Inde ou du maïs sucré et qui vient d'une région très spécifique au Québec. Et donc, les variétés ou des facteurs géographiques donnent une qualité à cet aliment-là et qui est reconnue et le groupe a fait une demande et encore, il y a un certain contrôle qu'on ne peut pas tromper un consommateur et appeler ou mettre cette indication-là sur un produit qui ne vient pas de cette région-là. Donc, c'est une autre façon de contrôler avec nos outils de propriété intellectuelle pour un genre de contrôle de qualité ou de source et de provenance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un autre outil, puis souvent, les gens qui commencent à se familiariser avec les outils qu'on a pour protéger la propriété intellectuelle, moi, je sais même quand je suis à un party ou en discussion avec les gens, quelqu'un dit un slogan puis dit « Oh, tu devrais breveter ça pour le protéger. » Puis bon, je suis un peu nerd de la propriété intellectuelle, puis je dis « Oui, mais ça, c'est pas le bon outil pour protéger ça. » Parce qu'un brevet est plus pour une invention et les critères sont quand même assez rigoureux pour obtenir un brevet. Il faut que ça soit nouveau. Et quand je dis nouveau, il faut que ça soit nouveau au monde. Donc, s'il existe un brevet en Chine ou s'il existe un brevet ailleurs au monde, ou si on est capable de trouver ce que vous voulez breveter sur un site web, dans une publication scientifique, dans une autre publication, et quand je dis publication, ça peut être électronique ou physique, dans le domaine ou associé avec cette chose-là, ça ne qualifiera plus parce qu'on doit garder notre invention et ce qu'on veut breveter secret avant de secret vis-à-vis le public avant de faire notre demande. Il y a un petit facteur oups, comme j'aime appeler ça, ce n'est pas le terme juridique, c'est sûr, que si votre invention que vous voulez breveter a été dévoilée, vous avez au Canada jusqu'à 12 mois pour faire oups et vite courir et soumettre votre demande pour protéger votre invention. Mais ce n'est pas tous les pays qui vont vous accorder ça. Donc, je dis en général, c'est beaucoup mieux de garder en tête que si vous pensez vouloir breveter quelque chose, gardez ça bien secret avant de faire votre demande de brevet. Et là, par la suite, vous avez des options pour faire une demande de brevet ou, dans certains cas, d'autres formes de protection aussi, comme un dessin industriel qui aussi exige qu'on fasse notre demande pour protéger
idéalement avant de dévoiler ou lancer le produit. Pour obtenir un brevet aussi, il faut également que votre produit ou votre invention ou qu'est-ce que vous voulez breveter, que ça soit utile et pas évident pour quelqu'un d'autre qui a une bonne base de connaissances dans ce domaine-là. Donc, si je suis ingénieur, ça ne doit pas être quelque chose qui serait évident pour d'autres ingénieurs. Faut y avoir quand même un niveau d'ingénuité un peu plus exceptionnel. Et les brevets sont un droit d'exclusion du point de vue qui donne le droit d'empêcher les autres personnes de vous copier. Donc, que ça soit de fabriquer, d'exploiter ou de vendre, ou même de faire cette invention-là en Chine ou dans un autre pays et de l'importer au Canada. Si quelqu'un a un brevet au Canada, moi, si j'ai le brevet, toi, tu ne peux pas copier ce que j'ai breveté et l'importer et le vendre au Canada. Parce que j'ai cette protection-là avec mon brevet jusqu'à 20 ans après la date que j'ai soumis ma demande. Donc, ça met une ligne et un point de départ. Quand la demande a été soumise, c'est une date fixe à partir duquel on commence à compter cette protection. Par contre, en échange pour un brevet, on doit complètement divulguer qu'est-ce que j'ai inventé, qu'est-ce que je protège et exactement tous les détails et comment ça marche. Donc, il faut y penser parce que si je n'ai pas l'argent de breveter dans multiples pays, à ce moment-là, dans les autres pays où je n'ai pas breveté, là, malheureusement, oui, les gens peuvent copier parce que toutes nos protections de propriété intellectuelle sont pays par pays. Donc, il faut y penser. Donc, avec l'exemple ici de Asham Curling Supplies, l'entrepreneur a bâti une entreprise avec plusieurs innovations, incluant la semelle pour un soulier, les chaussures, et aussi pour des balais de curling. Donc, une conversation typique que j'aurais avec une petite entreprise qui fait souvent une consultation avec moi, c'est gratuit, je ne suis pas avocate, je ne suis pas agente de propriété intellectuelle, mais je peux éduquer au sujet des outils et par la suite référer. On encourage les gens à faire affaire avec les experts dans ces domaines-là. Je vais revenir à mon analogie. C'est quand même bon de savoir la plomberie, ça marche un petit peu comment, ou de l'électricité, ça marche peut-être comment dans ma maison pour dire où est-ce que je voudrais avoir quoi. Mais ce n'est pas moi-même qui va faire ces choses-là dans ma maison. Et de la même façon, quand on bâtit une entreprise, c'est des domaines très spécialisés et c'est important de trouver un ou une spécialiste qui a les connaissances appropriées pour ce que vous voulez protéger et faire. Donc, pour revenir à notre exemple de chaussures, si la personne de cette compagnie ou de cette entreprise-là venait me voir, je dirais, mais où prévois-tu vendre ton produit? Si vous prévoyez le marché nord-américain, qui est souvent le cas, peut-être qu'on commence au Canada, mais vous avez des aspirations pour avoir de l'expansion et aller plus loin. C'est très important de parler avec un professionnel dans ce domaine-là pour des brevets, dans ce cas-ci, et protéger, disons, aux États-Unis et au Canada. Et avec les brevets et plusieurs autres formes, il faut quand même avoir une stratégie pointillée parce qu'on peut manquer des dates limites importantes pour bien protéger partout où ça va être nécessaire à la longue. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un autre outil dans notre coffre à outils de propriété intellectuelle, ce sont les droits d'auteur. Et souvent, on pense à ça quand on parle que ça soit un roman, que ça soit la chorégraphie d'une danse, une sculpture, des bijoux. Ça peut être des chants, qu'on parle des paroles
ou de la musique, les notes comme telles, les sculptures inuites. Il y a plusieurs moyens et domaines qui sont touchés par les droits d'auteur. La protection des droits d'auteur avec la Convention de Berne est reconnue et dans beaucoup de pays au monde et est automatique dès la création d'une œuvre. Ça peut être quand même valable d'inscrire et d'enregistrer les droits d'auteur parce que ça sert comme preuve plus puissante si jamais par la suite il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et dit que tu m'as copié ou vice-versa. Mais il y a quand même une protection automatique qui est reconnue. Et ça va varier de pays à pays. Ça commence à standardiser un petit peu plus, mais au Canada, c'est la vie de l'auteur ou du créateur, plus 50 ans après que la personne est décédée. Et si vous pensez à la musique ou des romans, les droits d'auteur, parfois c'est assigné à la maison d'édition ou la compagnie qui a lancé, dans le temps, c'était des disques compacts, maintenant c'est plus électronique, mais quand même, il peut avoir une entente qu'en échange pour faire la promotion de mon roman ou la promotion de mon album de musique, je ne vais pas le faire moi-même de façon indépendante. Peut-être que je suis avec Warner Music, Sony Music, etc. Et mes héritiers vont avoir les droits ou la compagnie va avoir les droits pour 50 ans après que je ne suis plus ici. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voici certains exemples de droits d'auteur, que ça peut être un film, ça peut être une sculpture, ça peut être un roman ou multiples formes. Souvent, on pense dans un domaine, entre guillemets, artistique qui protégerait les droits d'auteur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un autre outil que pas tout le monde est au courant que ça existe ou qui était peu utilisé, malgré qu'on commence à voir des tendances qu'il y a un petit peu plus d'inscriptions maintenant ou de demandes, pour protéger avec les dessins industriels comme outil. Aux États-Unis, c'est une forme de brevet. En anglais, on dit un design patent, qui a des droits un tout petit peu différents qu'au Canada, mais ça se ressemble suffisamment. Un dessin industriel va protéger l'apparence visuelle d'un objet ou d'un produit. Donc, si je pense à des tissus, si je pense à peut-être des motifs sur de la vaisselle, des objets utilisés dans la décoration, ça peut être des bijoux, ça peut être parfois, si c'est suffisamment original, des formes de lunettes fumées, des formes même pour des téléphones portables ou des ordinateurs ou des choses physiques. Mais ce n'est pas comment ça fonctionne, c'est la forme du produit. Et avec cet outil, on a 10 ans de protection qui peut être renouvelé un autre 5 ans, qui donne en totalité 15 ans de protection. Et dépendamment, si ça devient suffisamment reconnu et distinctif, si on pense à la bouteille, si j'achète une bouteille de Gatorade au magasin du coin, la forme de la bouteille est distinctive. Donc, si à la fin du 15 ans de protection, on peut faire la preuve qu'on est reconnu et que ce produit ou cette forme-là qu'on avait protégée avec le dessin industriel est devenu suffisamment distinctif, on peut faire une demande pour une marque de commerce
Donc, c'est une façon, dans certains cas, de continuer la protection. Donc, une tablette de chocolat Toblerone peut être au début protégée pour la forme. Ce n'était pas fonctionnel que le chocolat venait en forme de petit triangle et que l'emballage était en forme un peu pyramide triangle. Mais par la suite, ils ont commencé avec cette forme de protection, tout comme la bouteille de Gatorade, mais par la suite, ça devient suffisamment reconnu que ça peut être converti en forme de protection avec une marque de commerce. Et tout comme avec le brevet, c'est beaucoup, beaucoup mieux de protéger avec votre dessin industriel et par la suite de lancer le produit. On a encore le facteur oups de 12 mois, mais c'est beaucoup mieux de protéger avant et par la suite lancer votre demande. Faire la demande pour la protection et par la suite lancer le produit en question sur le marché. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons également la protection des obtentions végétales, qui est pour des variétés souvent de plantes ou de fleurs. Et c'est en proche collaboration. C'est pas l'OPIC vraiment, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pas l'OPIC, qui va regarder la demande et faire la décision. Mais encore, c'est une façon de protéger des variétés de plantes. Si encore, ça, c'est quelque chose d'important à votre création ou invention. Donc, nous avons un exemple qu'en Ontario, ils ont fait des recherches et des développements avec une forme de maïs, le flint blanc, et qui est reconnu pour produire de la farine en forte teneur de protéines. Donc, ils ont voulu protéger cette variante de plante et l'outil en question qui était disponible, c'était la protection des obtentions végétales qui leur a permis d'avoir ce genre de protection. Je dois admettre que depuis le 5 ans plus que je travaille à l'OPIC, je n'ai pas eu une seule personne à date qui m'a téléphoné, envoyé un courriel ou voulu une consultation avec cet outil, mais ça fait quand même partie de notre coffre à outils, de qu'est-ce qu'on peut utiliser pour protéger. Prochaine diapo. Une forme par contre, assez courante, surtout quand on parle d'aliments ou de recettes, parce que c'est une question que j'ai souvent eue, est-ce que je peux breveter ou protéger ma recette? En général, souvent non, c'est pas impossible, mais les critères pour breveter sont assez exigeants. Donc, souvent, les gens qui travaillent dans le domaine des aliments vont plutôt protéger avec un secret industriel. Et pour protéger de cette façon, c'est plus des outils, des ententes légales qu'on utilise plutôt que on ne fait pas de demande avec mes collègues ou le système à l'OPIC. Donc, ce n'est pas un enregistrement au Canada pour ça. Et on doit par contre garder le secret parce que si le secret est dévoilé, on a perdu notre protection. Et les rumeurs sont, puis on croit que c'est vrai, que la recette pour le WD-40, que si jamais on travaille dans notre garage et on a quelque chose qui est figé, ou la recette pour le Coca-Cola, ont été protégées à tout jamais par des secrets industriels. Donc, on limite qui a accès à ces renseignements-là et on met des ententes de non-divulgation en place. Il s'agit de protéger avec les employés ou les partenaires avec qui on travaille pour juste dévoiler le minimum absolument nécessaire ou si on est obligé de dévoiler, qu'on s'assure qu'on a des bonnes ententes en place. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, il n'y a pas un modèle qui va être idéal pour tout le monde dans tous les contextes. L'utilisation de ce coffre à outils-là va vraiment varier et il y a des pour et des contre pour chacune des activités que vous voulez faire en tant qu'entreprise et chacun des outils qu'on peut utiliser. Donc, il faut vraiment évaluer qu'est-ce qu'on a dans des contextes individuels et de peser le pour et le contre. Et je dirais qu'aussi un de mes rôles, c'est de dire quels sont les outils à considérer, comment vous pourriez peut-être les utiliser, mais à la fin de la journée, c'est une décision pour vous et votre entreprise et vos circonstances. Moi, je ne suis pas la police de la propriété intellectuelle. Il n'y a personne qui va venir par la suite et dire, bon, mais est-ce que vous avez vraiment enregistré cette marque de commerce-là ou avez-vous fait la décision que oui, ça valait la peine de breveter quelque chose ou avez-vous décidé que en ce moment ou dans votre contexte, vous ne voulez pas faire la demande de brevet tout de suite ou vous ne voulez pas enregistrer la marque de commerce tout de suite, vous voulez le faire plus tard ou peut-être jamais. Donc, c'est ça, il faut toujours évaluer toutes les circonstances particulières ou particulières à votre situation. Donc, le tableau ici parle un peu de pour et contre. Je ne veux pas tout lire, mais c'est sûr que c'est important d'avoir considéré, et quand on va pour des subventions, ou si jamais, quand votre entreprise prend de l'expansion et devient de plus en plus connue, vous allez arriver à ces points de décision, d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui va mieux protéger vos circonstances actuelles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, dépendamment de l'approche en question, vous pouvez relâcher, mais de façon contrôlée, un certain contrôle ou perte de contrôle, dépendamment des ententes que vous faites. Si vous êtes acquis complètement par une autre compagnie, qui arrive souvent avec les petites à moyennes entreprises au Canada, des fois malheureusement, mais ça, c'est une perte de contrôle totale et absolue. Mais par contre, peut-être qu'il y a une opportunité de faire un partenariat et une alliance stratégique qui vous permet de garder le contrôle. Peut-être c'est une licence seulement qui donne permission à faire certaines choses ou vendre certains produits. Ça peut être une franchise où vous gardez complètement le contrôle. Quand on rentre dans une franchise en tant que consommateur ou consommatrice, il y a une très forte standardisation qui est respectée. Ils sont pareils que je rentre à Vancouver, à Winnipeg, à Thunder Bay, à Trois-Rivières, Moncton ou à Saint-Jean-Terre-Neuve. Ça va tout être pareil. Donc, c'est ça, il y a comme une échelle qu'on peut considérer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est une licence? Moi, si j'ai fait une demande et j'ai eu ma protection de propriété intellectuelle, je peux contrôler comment et quand quelqu'un d'autre peut se servir, emprunter de façon de parler ma propriété intellectuelle. Donc, je peux donner la permission à quelqu'un d'autre de faire, de vendre, de reproduire quelque chose pour lequel moi j'ai les droits de propriété intellectuelle. Et je peux même permettre l'utilisation de procédés secrets ou je peux je peux donner la permission d'utiliser ma marque de commerce sur de la marchandise. Et il y a beaucoup d'exemples où les gens ont fait ces arrangements-là.
Donc, c'est une façon de partager les risques et les profits. Peut-être, moi, j'ai eu un brevet pour une invention et je veux faire la manufacture de cet objet-là. Mais peut-être pour distribuer à toutes les quincailleries où mon objet va être vendu, oh, ça m'intéresse moins. Donc, je peux avoir une entente avec quelqu'un pour tous les parties ou une partie seulement, que ce soit la distribution ou la manufacture ou les ventes ou la publicité de cet objet-là. Donc, ça arrive assez couramment que quelqu'un a inventé quelque chose et nous avons des exemples locaux ici. L'inventeur a breveté, mais par la suite a contrôlé qui fait la manufacture, qui fait la distribution et qu'on peut rentrer dans la quincaillerie et acheter le produit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est une façon, pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ne garderait pas tout le contrôle? Mais c'est parce qu'on peut augmenter les revenus et ça peut aussi, avec les revenus qui rentrent, permettre la poursuite d'améliorer, de continuer à développer des nouveaux produits ou des améliorations de votre produit. Et par contre, c'est important de faire attention que la fabrication et les ventes sont vraiment contrôlées et avec qui vous faites affaire. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que vous pouvez quand même élargir votre portefeuille ou d'améliorer la position. Des fois, rentrer en partenariat avec quelqu'un, ça peut être beaucoup plus puissant que de tout faire tout seul. Et ça peut aussi, si vous voulez faire une expansion à l'étranger, vous permettre d'agrandir votre marché potentiel et de bâtir une plus grande entreprise avec un plus grand marché et impact à l'échelle plus mondiale ou pays par pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi moyen de faire une sous-licence et d'octroyer des licences supplémentaires pour une partie ou pas ou l'autre. Donc, ça commence à être peut-être pas mal plus détaillé. Dans ces cas-ci, on encourage absolument pour faire affaire avec un avocat qui s'y connaît bien, mais encore, ça peut être un outil puissant pour approuver, tu peux garder le pouvoir d'approuver les sous-licences ou tu peux limiter les modalités et conditions. Moi, j'aime dire, tout est négociable en affaires, mais c'est très important d'être clair et d'avoir des documents qui expliquent et qui sont très détaillés de on s'est mis d'accord à quoi. Moi, je dis c'est un peu des fois comme une entente, sans être vraiment comme ça, mais c'est comme une entente prénuptiale. Qui arrive avec quoi? Les choses qu'on va faire ensemble, qui a droit? Et si jamais on se sépare et on ne reste plus en affaires ou partenaire, qui peut faire quoi avec qu'est-ce qu'on a créé de façon commune? Et ça, c'est très important avec la propriété intellectuelle. Aussitôt que vous êtes plus qu'une ou deux personnes, dans ces relations d'affaires, c'est très important d'avoir tout ça au clair et ça sauve beaucoup de maux de tête par la suite. Prochaine diapo, qui est un peu relié à ce que je disais, l'établissement de partenariat. Avec qui est-ce que vous allez, qui apporte quoi? Donc, peut-être, moi, j'arrive avec du savoir-faire ou de la propriété intellectuelle de base. Peut-être qu'en commun, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec le réseau de distribution et d'autres propriétés intellectuelles de base, mais ensemble, on est plus fort et on combine nos expertises et ce qu'on a. Mais peut-être qu'ensemble, on va développer des améliorations
avec de la nouvelle propriété intellectuelle. Donc, comme je disais, c'est très important d'avoir tout ça au clair. Et il y a tout plein de variantes qui peuvent être utiles, dépendamment de nos circonstances, mais documenter, documenter, documenter. Et les avocats sont définitivement cruciaux pour vraiment avoir tout ça au clair pour le futur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ouf, je crois que je vais peut-être sauter celle-ci, sauf s'il y a quelqu'un qui a vraiment un contexte spécifique dans ce cas-ci. Encore, on rentre beaucoup dans le détail des licences et comment ça marche. D'habitude, ce n'est pas des choses que vous allez faire tout seul et vous travaillez avec un expert. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Encore, je regarde l'heure, donc pour qui va céder, qui obtient le droit d'exclure d'autres parties, il faut fournir une compensation. Donc, il y a encore plusieurs volets dans ces situations-ci. Et le message clé, c'est que ça peut être attribué pour toute la durée ou pour une durée déterminée. Par exemple, les vendeurs qui sont représentants pour une compagnie, des fois vont avoir accès à un territoire, mais ne peuvent pas aller travailler pour le concurrent pendant 3 ans après qu'il quitte. Il y a tout plein d'ententes légales. Encore, pas mal tout est négociable et c'est important de mettre ces choses-là au clair. Mais encore, le message clé, vous avez des choix et des décisions à faire pour bien protéger vos situations spécifiques. Prochaine diapo. Donc, ouf, c'était beaucoup de détails et de complexité dans certains cas, mais sachez qu'il y a beaucoup d'outils et de ressources disponibles avec notre site web de l'OPIC, que ce soit sur notre calendrier d'événements où on offre des ateliers pour comprendre les outils en profondeur. Il y a d'autres ressources aussi avec des exemples, des histoires de succès. On a un carrefour de l'API, trousse d'outils et plusieurs choses disponibles. Et la présentation va être partagée avec vous, donc vous allez avoir les liens disponibles. Prochaine diapo. Il y a aussi d'autres programmes de financement qui vous aident à poursuivre ces formes de protection. Donc, que ce soit avec les fonds des médias du Canada, certains musées, Parc Canada, Patrimoine Canada, Bibliothèques et archives. Il y a vraiment toute une panoplie. Et on travaille comme communauté pour vous aider à trouver les réponses à vos questions et les ressources qui peuvent vous aider à avancer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai expliqué, moi, je suis dans l'est du pays et nous avons plusieurs membres de notre équipe à l'échelle d'une côte à l'autre. Je ne peux pas dire côte à côte à côte parce qu'on n'a pas personne encore dans le Grand Nord, mais nous sommes une équipe quand même avec qui vous pouvez demander une consultation. C'est sur notre site web, nos adresses courriels pour comment communiquer avec nous sont indiquées là et vous pouvez toujours avec l'organisatrice de notre session aujourd'hui et à la toute fin, moi, personnellement, mon adresse courriel est là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Prochaine diapo. On achève. Donc, il y a le savoir traditionnel et les expressions culturelles viennent avec une riche historique qui se gère et s'intègre un peu avec les outils de propriété intellectuelle que nous avons en ce moment au Canada et dans d'autres pays également. Le WIPO, qui est
l'Organisation de propriété intellectuelle à l'échelle nationale, internationale, a aussi d'autres ressources pour d'autres pays, que ce soit la Nouvelle-Zélande ou autres groupes ou pays où il y a des communautés autochtones. Donc, il y a tout plein de ressources. Mais en général, je ne peux pas mentir, c'est quand même un domaine assez complexe et les experts de la propriété intellectuelle vraiment sont vos alliés pour vous aider à naviguer ce monde une fois que vous avez des ressources de base et des notions de base avec lesquelles moi ou mes collègues sont prêts à vous aider à vous familiariser. Prochaine diapo et on y arrive, la dernière. Donc, pour communiquer avec nous, on a un excellent centre de service à la clientèle. C'est pas tout le monde qui est au courant. Mes collègues qui sont là répondent au téléphone dans les 2 langues officielles et sont vraiment de grands services. Vous avez mon adresse courriel personnelle qui est là. Et comme j'ai dit, sur notre site web, il y a tout plein de ressources. On est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Il y a des vidéos sur YouTube maintenant aussi pour l'OPIC. Donc, c'était 1 heure en éclair. Merci beaucoup d'avoir assisté à la session aujourd'hui. Et comme j'ai dit auparavant, nous sommes un petit groupe. Si vous voulez demander des questions, n'hésitez pas. Et moi, je suis disponible pour un autre 10-15 minutes si vous êtes libre de rester. Et si vous devez nous quitter, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, un joyeux temps des fêtes et espérons des vacances reposantes dans notre contexte actuel le mieux possible. Merci beaucoup. Bon, je ne vois pas aucune question. Je ne sais pas si Béatrice est encore là. Bonjour Béatrice, on se connaît de Twitter seulement et on a des connexions en commun. Donc, merci d'avoir participé aujourd'hui. Valérie, Catherine, excuse-moi, c'était vraiment tout. Je ne savais pas que c'était toi la présentatrice. Et j'ai découvert tout de suite en me branchant, j'ai dit, ah, je vais écouter Catherine. Mais c'était une belle surprise. Je ne savais pas que tu parlais français, Catherine. Je croyais que tu parlais seulement en anglais. Non, je parle français aussi. Techniquement, je suis francophone. Le français, c'est ma langue maternelle. Mais oui, sur Twitter, une fois de temps en temps, je fais des gazouillis. Je crois que c'est le bon terme francophone en français, mais pas aussi souvent qu'en anglais parce que en région où je suis, je dessert quand même certaines communautés francophones dans l'Est du pays, mais en majorité, depuis que je suis à Halifax, je dirais que je travaille 98% en anglais et 2% en français. Tandis que quand je vivais et je travaillais à Moncton, je travaillais 95% en français et 5% en anglais. Donc, c'est bon quand même pour moi de pratiquer. Des fois, ma langue réagit un petit peu moins vite en français, mais quand même. C'est fantastique. Ben, vous faites de la belle vulgarisation de la propriété intellectuelle. Quand j'ai vu le sujet avec les traditionnels, comment dirais-je, le savoir traditionnel, je dois dire que c'est ça qui m'a vraiment... Merci beaucoup c'était très informatif pour moi dans ce sens-là. Bon, c'est toujours un aspect, des fois, qu'on oublie de considérer quand on veut, par exemple, évaluer une demande de brevet. Il faut de plus en plus qu'on voit que
il ne faut pas que ça incorpore le savoir traditionnel et on prétend que c'est nouveau. Non, ça ne se peut pas. Non, c'est ça, c'est là depuis très longtemps, mais c'est un volet à considérer certainement. Ben parce oui. qu'il peut y avoir des subtilités qui sont très importantes à considérer, absolument. Ah ben, ben merci. De rien, ça m'a fait plaisir, Béatrice. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on est, comme j'ai dit, je sais qu'on était un petit groupe aujourd'hui, donc gênez-vous pas, on mord pas. Ouais, je crois que c'est peut-être tout pour aujourd'hui. Tout le monde fait ouf. Bon, ben, parfait. Je crois, Chantal, qu'on peut peut-être terminer pour la journée s'il n'y avait pas d'autres. C'est grandement apprécié. C'est toujours très formidable de vous avoir comme présentatrice. Et puis, le sujet, c'est toujours très intéressant. Donc, de la part de WEOC et le OEFC, on se connaît tous comme le WEOC en anglais, mais, mais j'ai l'habitude de le dire. Mais encore un gros merci de votre participation. C'est toujours un plaisir. Et on vous souhaite tous, les participantes, un joyeux Noël, une joyeuse fête, temps des fêtes, et puis on espère le meilleur pour l'an 2021. Stay safe and take care, everyone, comme on dit. Oui. Et merci encore pour la belle collaboration. Ça m'a fait plaisir. Bon reste de journée. Oui, pareillement. Merci. Bye bye. Un plaisir de vous rencontrer. Bye tout le monde. Bye bye tout le monde.